La nuit où tout a basculé, la grande maison semblait retenir son souffle. Les lustres diffusaient une lumière tiède qui dessinait des ombres longues sur le parquet ciré, et l'air sentait le café froid et le cuir d'un fauteuil ancien. Marc Delacroix avait la clé d'un monde fait de contrats et d'horaires impeccables. Il avançait dans le couloir comme si chaque pas était déjà calculé. Lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit sans prévenir, une apparition fragile en sortit, les cheveux perlants encore, enveloppés d'une serviette blanche qui glissait presque entre ses doigts. Chloé eut les yeux grands ouverts, le visage rougi d'une gêne qui n'avait rien de théâtral. Marc, d'habitude impassible, sentit son cœur se resserrer d'une façon inattendue. Elle marmonna une excuse qui trembla, il voulut détourner le regard, mais la scène resta gravée comme une image trop nette. Ce petit accident d'une matinée ordinaire promettait déjà des remous. Curiosité, honte et un fil invisible qui relierait deux vies si différentes. Les domestiques allaient bientôt chuchoter dans les couloirs. Personne ne se doutait encore que ce regard échangé déclencherait des tempêtes de jalousie et de secrets. Restez jusqu'au bout, cette histoire ne parle pas seulement de classe sociale, elle parle d'honneur, d'erreur et de ce qu'on choisit de protéger. Chloé avait 24 ans, une aide ménagère venue de la banlieue, vive et sensible, qui portait ses journées comme d'autres portaient des trésors cachés. Marc avait la cinquantaine, PDG discret au point de velours, habitué à ce que le monde obéisse à ses ordres sans poser de questions. Sa vie était un catalogue d'habitudes, réveil précis, café amer, réunions et décisions. Le hasard fit que la maison fut, ce matin-là, le théâtre d'une intimité involontaire. « Je suis vraiment désolé, monsieur Delacroix, » dit-elle en serrant la serviette, la voix basse. « Ce n'est rien, » répondit-il d'une voix qui se voulait neutre et qui trahissait pourtant une curiosité nouvelle. Les secondes s'étirèrent, remplies du clapotis d'eau sur le carrelage, du parfum de shampoing et des respirations timides. Dans l'atmosphère, quelque chose changea. La distance entre patron et employé paraissait pour la première fois fragile et humaine. Les jours suivants, Marc se surprit à chercher des raisons anodines pour croiser Chloé dans la maison. Il observait la façon dont elle balayait, la délicatesse avec laquelle elle replaçait un coussin, l'odeur de linge propre qu'elle laissait derrière elle. Son assistant personnel, Julien, remarqua ce changement et leva un sourcil d'amusement discret. « Tu as l'air distrait, monsieur », osa Julien en apportant une liasse de dossiers. « Rien d'important », murmura Marc en essayant d'étouffer le tremblement dans sa voix. Chloé, de son côté, sentait la présence d'un autre monde autour d'elle, les étoffes luxurieuses, le tintement des verres, le silence cérémonieux des espaces privés. Elle avait grandi dans un appartement exigu, aidant sa mère à tenir la maison et apprenant à aimer les petites choses simples, comme un pain chaud ou un café partagé. Cette enfance avait forgé sa dignité et son désir de travailler dur. À l'université, elle avait fait quelques petits emplois, jamais prétendante, toujours discrète. Son secret n'était pas une ambition démesurée, mais une envie d'exister sans bruit. Marc, quant à lui, portait des blessures plus anciennes. Une enfance marquée par l'absence d'un père et par la nécessité de prouver sa valeur dans un monde froid. Il s'était battu pour la réussite, bâtissant un empire qui désormais masquait une solitude profonde. Ces deux histoires se frôlaient sans se dévoiler, et pourtant les rencontres involontaires multipliaient les étincelles. « Tu veux un café ?» demanda Chloé en apportant une tasse fumante. « Non merci » répondit Marc, mais la chaleur du breuvage resta dans l'air comme un rappel imperceptible de leur proximité. Le bureau devint un lieu où les regards pesaient plus que les mots. Marc observait les gestes de Chloé à distance, et chaque petit contact le troubla. « Tu me sembles préoccupé » dit Sophie, une amie de Chloé qui travaillait dans la petite boutique voisine et venait parfois lui apporter un sandwich. « Ce n'est pas mon affaire » répondit Chloé en souriant d'un sourire serré. Sophie, curieuse et protectrice, devint rapidement une confidente. « Fais attention, les rumeurs vont vite ici » conseilla-t-elle. Les employés commencèrent à murmurer. Madeleine, la gouvernante, plissa les yeux en notant les allers et retours. Antoine, un journaliste local qui couvrait parfois les événements mondains, entendit des bribes et nota mentalement le nom Delacroix mal prononcé par erreur. La fascination de Marc pour Chloé ne fut jamais de l'exploitation, mais une admiration masquée par l'étonnement. Ils échangèrent de petites conversations, souvent banales, souvent longues, comme si chacun testait l'eau d'une rivière trop froide. « Comment trouves-tu la maison » demanda Marc une après-midi. « Elle est belle, très différente de ce que je connais » répondit Chloé, les yeux brillants. Les dialogues entre eux se multiplièrent et s'approfondissèrent, toujours ponctués par le parquet qui craquait et les horloges qui marquaient le passage du temps.
Alors qu'une intimité naissante cherchait ses limites, une ombre fit son retour, Vanessa Lemaire, ex-compagne de Marc, célébrité des cercles mondains, élégante et affûtée comme un couteau. Elle arriva un soir lors d'un cocktail privé, glissant dans la salle comme un parfum entêtant, robe satinée et sourire calculé. « Marc, mon cher, dit-elle en s'approchant, la voix mielleuse, puis en regardant Chloé avec un sourire qui n'était pas pour elle. Vanessa avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait, par des insinuations et un rire parfaitement posé. Elle se rapprocha de Marc sous les regards des invités et posa sa main sur le bras de son ancien amant avec une possession affichée. « Tu as quelqu'un ici » demanda une voisine curieuse. Les murmures commencèrent à circuler. « Ne te fais pas de problème. »« Idée, répondit Marc, tentant de garder le contrôle. Vanessa savait jouer des apparences et elle sentit la tension comme on sent le vent qui annonce la pluie. Elle fit un compliment appuyé et un clin d'œil assassin en direction de Chloé. La jalousie fit son nid, subtile mais féroce. « Elle est charmante, dit Vanessa à voix basse, en se penchant vers Sophie, qui observait la scène. « Parfaite pour le rôle qu'elle veut jouer, ajouta-t-elle en souriant, et le sourire contenait déjà un plan. Vanessa ne se contenta pas d'observer, elle ourdit une manigance. Elle confia son idée à Camille, une amie et complice, et à Henri, un ex-agent de sécurité toujours prêt à faire le sale boulot. Leur plan fut simple et cruel, créer une scène publique qui ferait passer Chloé pour indiscrète et Marc pour naïf. Ils cherchèrent des alliés parmi le personnel et certains voisins malveillants. Il suffit d'un verre renversé, d'un regard mal placé, chuchota Camille en dessinant dans l'air les contours d'une catastrophe sociale. Antoine, le journaliste, fut subtilement approché par Vanessa avec des insinuations et des notes anonymes sur une prétendue liaison. Les pièces se mirent en place. Un faux prétendant, un coin isolé du jardin et des témoins prêts à répandre une rumeur comme une traînée d'huile. Les préparatifs sentirent la poudre et le parfum de la supériorité. Chloé, ignorante de l'intrigue, continua de travailler avec sa simplicité coutumière pendant que des fils se tendaient autour d'elle. Le soir de la réception caritative, la maison était illuminée, les tables couvertes de nappes immaculées, les invités parlaient à voix basse en faisant tourner leurs verres. L'air résonnait d'une musique douce et du cliquetis d'argenterie. La robe de Vanessa brillait sous les spots. Marc serrait machinalement un verre, cherchant un visage familier dans la foule. Chloé, chargée de remettre des coupes et d'accueillir des convives, se sentit légère et nerveuse. Le plan de Vanessa entra en action. Un prétendu admirateur, un sourire complice, un flirt exagéré. « Tu es irrésistible » dit l'homme au sourire trop affable en s'approchant de Chloé. « Merci, mais je travaille » répondit-elle en tentant de reculer. Les regards se tournèrent, les chuchotements prirent de l'ampleur et la musique sembla s'estomper pour ne laisser que les battements du cœur de Marc. Les échanges devinrent plus rapides, plus acérés. « Que fais-tu avec cet homme » demanda Marc d'une voix contenue. « Rien du tout » répondit Chloé, la voix cristalline mais tendue. Vanessa, parfaite dans son rôle, feignit l'étonnement et la compassion tout en semant des insinuations. Les témoins nommés eurent des réactions tranchées. Madeleine fronça les sourcils, Julien resta figé, Sophie se mordit la lèvre. Les dialogues furent un chant de mine verbal, avec 8 à 10 répliques qui enflammaient l'instant. Les sens furent sollicités, le parfum entêtant de la soie, le goût métallique de la peur dans la bouche, la chaleur soudaine sous le thé. Chandail, le bruit étouffé des talons qui marchaient trop vite, la texture râpeuse du tissu d'une robe serrée. La scène joua son effet. Des murmures de trahison se transformèrent en accusations murmurées. Le visage de Marc se ferma, tandis que les invités cherchaient la moindre fissure à commenter. Humilié et blessé, Marc fit un choix impulsif. Il éloigna Chloé de la soirée avec une froideur qui faisait mal. « Rentre chez toi » dit-il d'une voix qui se voulait sèche. « Mais, monsieur » commença Chloé sans comprendre. « C'est mieux ainsi » coupa Marc. La douleur de l'affront public laissa Chloé terrassée. Elle ressentit la solitude comme un coup. Dans les jours qui suivirent, la maison devint un espace de distance. Marc se retira dans son bureau pour réfléchir, entendant encore les rires étouffés et voyant le regard de Vanessa triompher. Il passa des nuits blanches, le palais amer du vin sur sa langue comme un rappel de son erreur. Chloé, elle, prit ses affaires, la gorge nouée, et chercha refuge chez Sophie. « Je ne comprenais pas » murmura-t-elle en regardant la lumière d'un lampadaire. Sophie la prit dans ses bras. « On va trouver la vérité » promit-elle.
C'était un moment de chute où chacun se replia sur ses blessures et ses questions. 2 moments de tension s'imposèrent comme des épreuves. D'abord, la nuit, où Chloé trouva des commentaires humiliants collés sur la porte du personnel, des mots griffonnés qui laissaient une trace comme une brûlure. Elle sentit alors la mémoire de toutes les injustices passées remonter, les humiliations subies enfant, l'humiliation de n'être qu'un nom dans un registre. Elle se recroquevilla, sentit la poussière froide du sol contre ses paumes et la peur qui suintait jusque dans ses os. Second moment de tension, la confrontation dans le jardin entre Marc et Vanessa, où la vérité faillit se dissoudre sous le poids des apparences. « Tu as voulu me faire tomber », cracha Marc en serrant les poings. « Je ne fais que protéger ce qui m'appartient », répliqua Vanessa, glaciale. La nuit sentait la pelouse mouillée, et les étoiles semblaient trop loin pour apporter une réponse. Ces instants furent des tests. Chacun affronta ses démons intérieurs et la mémoire de décisions passées. Julien, fidèle et discret, mena sa propre enquête, en feuilletant les enregistrements de sécurité et en interrogeant Henri. Camille, la complice, montra des signes de doute, pressée par Sophie qui commença à rassembler des indices et à parler à Antoine, le journaliste. Antoine, homme curieux mais pas malveillant, trouva des incohérences dans le récit des témoins. Madeleine raconta à voix basse avoir vu Vanessa fomenter quelque chose en privé. Peu à peu, des pièces émergèrent. Julien convoqua Marc et présenta des preuves, un message anonyme reçu sur le téléphone d'un des complices, une vidéo floue montrant un échange orchestré. Les dialogues entre eux furent intenses et nombreux, chacun ajoutant une phrase qui dévoilait un peu plus. « Regarde ceci, dit Julien. Ce ne peut pas être… » « Vrai, souffla Marc en revoyant la séquence. Elle a tout préparé, ajouta Camille, réalisant son erreur. Ces révélations furent lourdes, accompagnées de sensations concrètes. Le crissement du papier imprimé, la chaleur d'une main qui tremble en tenant un téléphone, l'odeur du café renversé sur une table lors d'une réunion secrète. La tension culmina quand Marc décida de confronter Vanessa en plein milieu d'un brunch mondain, face à témoins. « Pourquoi m'avoir menti ?» demanda-t-il en voix haute. « Pour te protéger de toi-même » répliqua-t-elle faussement. La vérité fut exposée avec preuves et témoins. Vanessa perdit peu à peu sa prestance quand les mensonges furent remontés. Messages, complicité et la vidéo truquée. Antoine publia un article factuel, non sensationnaliste, montrant que la scène de la réception avait été montée. Les invités murmurèrent des excuses muettes, certains baissèrent les yeux. Marc trouva Chloé dans la serre derrière la maison, entourée de plantes au parfum humide et rassurant. Les dialogues qui suivirent furent longs, chargés, profondément humains. « Je n'aurais pas dû te traiter ainsi », dit Marc en prenant ses mains, la voix rompue. « Tu m'as humilié publiquement », répondit Chloé, chaque mot comme un petit couteau. Ils échangèrent 10 répliques au moins, dévoilant peur, regret et désir. Marc expliqua les raisons de sa réaction, peur du jugement, douleur de la mise en scène. Chloé raconta la blessure d'être traitée comme une marionnette. Le soleil filtrait entre les feuilles, apportant une chaleur douce, et le goût de la terre humide semblait purifier l'instant. Marc s'agenouilla presque. « Pardonne-moi », dit-il finalement. Chloé hésita, sentit la texture rugueuse du vieux banc sous elle, puis la chaleur d'une main sincère. Ils se rapprochèrent et s'embrassèrent, un baiser qui scella confession et promesse. La scène fut intime, lente et pleine de sonorités. Un souffle qui s'apaise, un oiseau au loin, le contact des lèvres, le parfum de la peau. La rédemption passa aussi par des actes concrets. Vanessa fut progressivement exclue des cercles de la maison et sa réputation fissurée. Antoine publia une mise à jour avec des excuses implicites pour les erreurs de jugement. Madeleine reprit son rôle de pilier discret, soutenant Chloé en public. Sophie et Camille firent les choix qu'elles leur semblaient justes, certaines perdant des amitiés superficielles, d'autres gagnant en intégrité. Henri fut licencié pour sa participation à la cabale. Les réactions furent diverses, mais la veillée d'affrontement avait rendu la vérité inattaquable. 1 mois plus tard, la routine avait changé. Marc observait Chloé préparer du thé dans une cuisine où la lumière s'était faite plus chaude. Ils se parlaient ouvertement, sans faux semblant. Chloé avait reçu des marques de soutien de la part de voisins et d'amis, et la maison, autrefois temple du silence, accueillait des rires plus naturels. Marc apportait parfois le café, un geste impromptu mais chargé de signification. Ils partageaient des repas simples et se racontaient des choses du passé, apprenant à se découvrir. Antoine avait publié une courte enquête qui rétablissait l'image de Chloé et condamnait les manipulations.
Les employés retrouvèrent une atmosphère moins tendue. Sophie venait souvent déjeuner et racontait des anecdotes qui faisaient sourire Chloé. 3 mois plus tard, la société de Marc lança un fonds de soutien pour les travailleurs domestiques, en grande partie inspiré par l'histoire et par la volonté de transformer une douleur en geste concret. Camille avait quitté les cercles qui l'avaient entraînée et trouvait un travail plus honnête. Chloé avait suivi une formation et envisageait de gérer sa propre petite entreprise de service à domicile. Marc avait pris des mesures pour humaniser sa direction, instaurant des rencontres hebdomadaires où chacun pouvait s'exprimer. Les bruits de couloir s'étaient changés en dialogue respectueux. Les parfums de la maison restaient luxueux mais moins intimidants et les rires étaient devenus authentiques. 6 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Une cérémonie discrète réunissait proches et amis pour marquer un engagement, pas nécessairement un mariage fastueux, mais une promesse publique de respect et d'avenir partagé. Antoine écrivait une chronique sur la transformation possible quand on choisit la vérité. Vanessa, isolée, pratiquait une introspection forcée. Marc et Chloé avaient construit une relation basée sur la confiance et la réparation. Ils partageaient maintenant des projets concrets, rénover un centre communautaire, donner des ateliers et peut-être, un jour, ouvrir une boutique ensemble. La maison avait gardé ses murs, mais son esprit avait changé. De lourdes demeures, elle était devenue foyer. Les personnages secondaires trouvèrent leur place, certains s'éloignant, d'autres resserrant leurs liens. La leçon demeurait simple et humaine. Le vrai poids d'une personne se mesurait à sa capacité à reconnaître ses erreurs et à demander pardon. Si cette histoire vous a ému, dites-le nous en commentaire. Partagez ce que vous auriez fait à la place de Marc ou de Chloé. Écrivez « Je protégerai » si vous pensez qu'il devait défendre publiquement, ou « J'attendrai » si vous croyez qu'il fallait temporiser. Vos mots aident la communauté à réfléchir ensemble et donnent des perspectives différentes qui enrichissent ces récits. Maintenant, abonnez-vous pour d'autres histoires qui explorent les failles humaines et les gestes de réparation. Au final, il avait appris à regarder au-delà des titres. Elle avait trouvé la sécurité que son cœur cherchait. La maison cessa d'être un décor de jugement et devint le lieu d'une seconde chance. L'amour prit son temps, honnête et patient, et la rédemption se mesura en actes plus qu'en paroles. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous pour écouter d'autres récits qui réchauffent le cœur. L'amour avait gagné ce que le monde avait voulu détruire.